Merci, Monsieur Alauzet. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Rapporteure générale, l'un des enseignements majeurs du projet de loi de règlement de 2013 dont nous venons de débattre est celui d'une croissance toujours d'actualité de la dette accumulée et principalement celle de l'État. La dette financière s'élève en 2013 à plus de 1 481 milliards d'euros, c'est-à-dire 69 milliards de plus qu'en 2012 et 142 milliards de plus qu'en 2011. Aux dettes financières, dont la croissance n'a une fois de plus pas ralenti, s'ajoutent les dettes non financières qui augmentent de 2,8 milliards cette année, les provisions pour risques et charges et la trésorerie passive pour un montant total de plus de 425 milliards d'euros en 2013. Notons toutefois que sur le total des dettes reprises et remboursées en 2013, 4,5 milliards correspondent à la dette résiduelle de l'EPFR remboursée au 31 décembre. Ceci élève donc le passif total de la France l'année dernière à plus de 1 906 milliards d'euros. Les actifs s'élevant pour le même exercice à 969 milliards, le solde net négatif s'établit en 2013 à plus de 937 milliards d'euros, soit 46 milliards de plus qu'en 2012 et 131 de plus qu'en 2011. La charge de la dette atteint 44,9 milliards d'euros en 2013, en diminution de 1,4 milliard par rapport à 2012. Cette baisse significative tient au faible niveau de l'inflation et des taux d'intérêt, comme nous l'avons vu précédemment. Les taux moyens à l'émission n'ont en effet jamais été aussi bas, 0,06 pour les titres à court terme et 1,54 pour les titres à moyen ou long terme à taux fixe, ce qui, pour le gouvernement, est, je vous cite, Monsieur le Ministre, une preuve de la confiance des investisseurs dans la stratégie économique et financière du gouvernement. Ceci est par ailleurs également la preuve d'une amélioration conjoncturelle et non structurelle en termes de pilotage d'ensemble des finances publiques. Une récente enquête réalisée par un collectif pour un audit citoyen de la dette a été rendue publique fin mai. Elle mérite, dans le cadre de nos débats sur l'orientation des finances publiques, qu'on s'y attarde. Plusieurs enseignements sont à tirer de ce travail citoyen. Cet audit montre notamment que, contrairement aux idées reçues et aux débats politiques de court terme, sur une perspective de moyen terme, l'augmentation des dépenses publiques n'explique pas en soi la croissance de la dette de l'État, puisqu'en 30 ans, la part des dépenses publiques a au contraire chuté de 2 points de PIB. Bien plus prépondérante en matière d'accumulation de dettes, la liste ces dernières décennies de décisions politiques toujours plus promptes et efficaces à exonérer ou créer des régimes spéciaux pour les plus grandes entreprises, comme pour les ménages les plus aisés. Prenons l'exemple de feu le bénéfice mondial consolidé, puisqu'il n'est plus polémique. Le BMC était un régime fiscal avantageux accordé à quelques multinationales du CAC 40. Il a permis aux sociétés mères de groupes français agréés par le ministre de retenir pendant des années l'ensemble des résultats de leur exploitation directe ou indirecte, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. En août 2004, Bercy avait même annoncé avoir accepté la demande du groupe Vivendi d'y accéder. En 2010, une poignée de sociétés en bénéficiaient, parmi lesquelles Total, Vivendi, Énergie et Euromédia Group. Le BMC a finalement été supprimé par le Parlement, mais il a fallu attendre septembre 2011. Ce type de niche fiscale destinée aux grands groupes ont été et sont encore, pour certaines, utilisés comme simple outil massif de défiscalisation et non pour le potentiel économique qu'elles sont censées favoriser, comme l'ont démontré de nombreux rapports institutionnels, au sujet par exemple du crédit impôt recherche dont la réforme attendue se fait encore attendre. Au plan européen, puisqu'il s'agit là du principal théâtre de l'optimisation fiscale des grands groupes, souhaitons que l'accord salutaire fin juin des ministres des Finances de l'Union sur l'interdiction des montages hybrides mènera à une transposition rapide de la révision de la directive Murphy dans l'ensemble des pays de la zone. Au fil des dernières décennies, les ménages très aisés ont aussi, sous couvert de dépasser le paradigme d'une fiscalité qui serait confiscatoire, pu profiter favorablement d'un nombre très important d'exonérations, de réductions et crédits d'impôt à l'impôt sur le revenu, comme par exemple pour les plus grandes fortunes, l'exonération totale des œuvres d'art, un sujet cher à notre secrétaire d'État, ou le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. La complexité géniale de l'architecture de toutes ces niches, qui chacune abrite forcément un chien, on le sait, est propre à la France. Seule l'Italie décomptait autant d'exonérations et nous savons qu'elle est parvenue à se réformer. En 2013, la Cour des comptes les a comptabilisés au nombre de 460, c'est-à-dire seulement 4 niches de moins qu'en 2012, avec un ensemble qui serait stabilisé à 72 milliards d'euros. Rappelons qu'en 2009, le plafond global des avantages fiscaux était fixé à 25 000 euros.
majoré de 10% du revenu imposable. Ce plafond a d'abord été abaissé pour l'imposition des revenus de 2010 à 20 000 euros, majoré de 8% du revenu imposable, puis a été ramené pour l'imposition des revenus de 2011 à 18 000 euros, majoré de 6% du revenu imposable. Sous l'impulsion de notre nouvelle majorité, pour une même année d'imposition et un même foyer fiscal, le montant de certains avantages fiscaux accordés au titre de certains investissements réalisés, dépenses payées ou aides perçues, a fait l'objet d'un plafonnement global. À compter de l'imposition des revenus de 2013, le gouvernement a introduit un plafonnement global général fixe à 10 000 euros, compte tenu bien sûr des réductions d'impôts pour investissements outre-mer et souscription au capital de Sofica. Nous saluons résolument cet effort de justice fiscale par le plafonnement global des avantages à l'impôt sur le revenu, même si nous devons rappeler ici que le plafonnement n'est ni simplification ni une réforme de fond. L'audit citoyen de la dette incite à prendre un peu plus de recul historique. Rappelons en effet qu'en 1932, lorsque Roosevelt arrive au pouvoir, le taux fédéral de l'impôt sur le revenu pour les plus riches était de 25%, immédiatement porté à 63 puis 79% en 1936, puis encore 91% de 1941 à 1964, il ne fut pas réduit avant les années 70 à 77, puis 70%. Pendant près de 50 ans, le taux supérieur fut en moyenne de plus de 80% outre-Atlantique. Thomas Piketty, dont les travaux mériteraient d'être reconnus également en France, le souligne. Cela n'a ni tué le capitalisme, ni empêché l'économie américaine de fonctionner, bien au contraire. Pour une raison simple, ces taux ne s'appliquaient qu'à des revenus excessivement élevés, et c'est bien le court-termisme et les prises de risques excessives qui étaient rémunérés. Néanmoins, Reagan et les présidents américains suivants abaissèrent brutalement le taux supérieur à environ 30% et entraînèrent dans cette voie, ou plutôt dans cette impasse, l'ensemble des pays du Nord. Dans le secteur financier, les rémunérations indécentes ainsi permises ont stimulé des comportements insensés et ont clairement contribué à la crise actuelle. Et les dettes des pays riches ont commencé à exploser. François Hollande ne s'était pas trompé pendant la campagne en annonçant une taxe à 75%. L'article 9 du projet de loi de finances 2014 a enfin instauré cette taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises. Il faut le saluer. Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait précédemment annulé l'article 12 de la loi de finances 2013, instituant que les revenus excédant 1 million d'euros soient taxés à hauteur de 75%. En effet, afin de calmer le ras-le-bol fiscal en l'été 2013 et de passer la censure du Conseil, la taxe à 75% a été ramenée à 50% avec le handicap majeur de ne pas inclure les revenus d'activité que sont pour les redevables de l'impôt sur le revenu, les BIC, BNC et les BA. En clair, je citerai l'excellent rapport de la Commission des finances de notre Assemblée, un cabinet d'avocats est dans le champ de la taxe s'il verse à ses salariés une ou des rémunérations excédant 1 million d'euros. En revanche, les associés de ce cabinet, même s'ils perçoivent une fraction des bénéfices de la société excédant 1 million d'euros, ne seront jamais dans le champ. Toujours dans le souci de mettre en perspective ces sujets complexes, rappelons qu'en 2012, la répartition des 3 principaux impôts ménages qui sont dans l'ordre la TVA, la CSG et l'impôt sur le revenu ont fait la part belle à la non-progressivité puisque TVA et CSG ont représenté 79% de l'ensemble, c'est-à-dire 79% de la somme des 3 impôts principaux ménages acquittés en 2012, indifféremment selon le niveau des revenus. C'est ainsi que l'on saisit la différence entre complexité et complication. Lorsque l'on sait par ailleurs la réalité de l'utilisation des réductions et crédits d'impôt, l'impôt sur le revenu, progressif lui, c'est-à-dire le fait principalement des ménages les plus aisés qui en ont l'expertise et les revenus suffisants, malgré quelques contre-exemples bien entendu, on s'aperçoit que notre imposition peut davantage gagner en justice afin de contenir le transfert constamment en augmentation du revenu national vers les 1% des plus riches et la stagnation du pouvoir d'achat de l'ensemble du reste de la population. J'en finirai avec le rôle des taux d'intérêt qui constituent l'autre versant principal causal de la dette accumulée. Ils ont souvent atteint des niveaux démesurés, notamment dans les années 90 pour préparer l'entrée dans l'euro, engendrant un effet boule de neige qui pèse encore très lourdement sur la dette actuelle. En effet, depuis plusieurs décennies, l'État fait le choix de se financer sur les marchés financiers. Ce choix n'est ni naturel, ni neutre, puisqu'il se fait au détriment des ménages ou des banques qui pourraient pratiquer un taux d'intérêt réel de 2%, voire d'une banque centrale, et pourquoi pas d'une banque centrale européenne, mais c'est un fédéraliste européen qui le dit, c'est forcément suspect. Selon les auteurs de l'audit, la dette accumulée serait aujourd'hui inférieure de 29 points de PIB si l'État avait été plus précautionneux envers les taux d'intérêt de ses créanciers. La faiblesse des taux d'intérêt constatée en 2013 ne doit donc ni masquer l'essentiel, ni nous garder de nous prémunir durablement des aléas des marchés financiers, notre rôle étant de participer activement à leur régulation et, s'il le faut, par une taxation accrue de leurs activités. Leur force de conviction auprès des gouvernements successifs a en effet malheureusement généré, entre autres,
une accumulation colossale de dettes dont la réduction ne saurait uniquement reposer sur les salariés, les retraités et les usagers des services publics. Je vous remercie. Merci.